Bonjour à tous, bienvenue sur Only John Podcast numéro 118. Moi c'est Plax, je suis avec Thiergo. Comment vas-tu mon cher Thiergo ? Très bien. On a pas mal de choses à se raconter, puisque la dernière fois qu'on s'était parlé, c'était après le 4e épisode d'Arnox. Donc entre le 5e et dernier épisode d'Arnox Giants et les 2 matchs de pré-saison, il y a de la matière. Oui, il s'est passé des choses, on est bientôt, donc il va rester, au moment où on enregistre, il reste un match de pré-saison, et ensuite c'est parti, la saison commence. Là on enregistre le dimanche matin, samedi, donc hier soir, il y a eu le match contre les Texans, on est presque déprimé de la saison avant que la saison commence, mais on va en parler. On va pas aller trop vite en besogne, ça reste la pré-saison, mais bon, il y a eu quand même quelques trucs, notamment sur Daniel Jones, qui font pas rêver. Avant qu'on commence ce podcast, juste vous rappeler que vous avez la possibilité de nous suivre sur le Patreon, patreon.com/onlyajohnpodcast. On va pas refaire tout le speech, on le fera sûrement la prochaine fois, mais sachez en tout cas, parce que la dernière fois j'avais oublié son nom et je voulais juste remercier Boss Jus, qui est le dernier qui s'est inscrit et qui participe à notre Patreon et qui, pour rappeler, nous aide à soutenir le blog, les engagements qu'on a sur les inscriptions pour notre Twitter, pour le podcast, etc., les hébergements, tout ça nous coûte un petit peu d'argent et donc ça nous aide que vous nous souteniez et ça nous fait très plaisir. Alors, on commence par ce Hard Knocks, mon cher Thiergo. Qu'est-ce que toi tu as retenu de ce Hard Knocks qui était l'épisode final, c'est-à-dire en fait on était en plein dans la draft et donc bon, évidemment il n'y avait pas de surprise, mais il y a eu des choses qui se sont dites qui étaient intéressantes. Moi, si je peux dire, avant de te laisser la parole, le truc qui m'a le plus marqué, c'est que vraiment, on a vraiment senti que Malik Nabers c'était le joueur que les Giants voulaient, et ça, c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est ce que moi je retiens globalement. Il y a d'autres petits trucs intéressants, mais peut-être un petit peu moins quand même sympa que les autres épisodes, puisque on savait le dénouement, on connaissait la fin. Ouais, en fait, quelque part, j'ai un peu trouvé que c'était l'épisode le moins intéressant de cette saison. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intéressant du tout. Au contraire, on a pu voir et apprécier la draft des Giants vue des coulisses, qui est quand même une première, parce que je pense qu'on avait parlé la dernière fois, mais John Mara est quelqu'un qui, il y a quelques années, disait faudra me passer sur le corps avant qu'il y ait un Knox chez les Giants. Et puis, en fait, toute cette expérience nous a montré que ça se passait très bien, le staff a joué le jeu. Je pense que du côté de Joe Schoen et de Brian Daboll, ils ont compris qu'il y avait des bénéfices à tirer de ça les permet de se mettre un peu en avant. Et si on se focalise un peu plus sur, en effet, le premier jour de la draft, pour rappel, le 4e épisode se termine sur ce briefing de Joe Schoen aux 2 propriétaires, Steve et John Mara, où il leur déroule tous les différents scénarios en disant voilà ce qui pourrait se passer. Et puis, le 5e épisode, la draft est lancée. Il y a un peu de tension parce qu'on se dit bon, ok, on est plutôt tranquille sur ce qui va se passer avec les Bears. On sait ce qui va se passer avec les Commanders. Les Patriots nous ont dit qu'ils ne bougeraient pas. Donc voilà. Et puis, à partir du 4e, donc les Cardinals, et du 5e pick, les Chargers, ils avaient quand même un doute. Même s'ils savaient très bien que les Cardinals allaient prendre Marvin Harrison, ils se sont dit on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je pense qu'ils avaient surtout peur qu'il y ait quelqu'un qui saute, qui fasse un trade avec les Chargers pour leur prendre Malik Nabers. Et quand Malik Nabers c'était leur tour et que Malik Nabers était disponible, tu as vu ce que Joe Schoen dit à Nabers, il dit qu'est-ce qu'on est content de voir que tu es encore dispo au 6e pick, quoi. Et tout le monde est super content dans la War Room et tout. C'est une très grosse réussite pour eux. Ouais, surtout il y a ce moment où Joe Schoen il dit à Daboll voilà, qu'est-ce que tu espères là ou qu'est-ce que tu attends, et il dit tout sauf Nabers. Donc en gros, prenez n'importe quel joueur, j'en ai rien à foutre, juste prenez pas Malik Nabers, et donc ils prennent pas Nabers puisqu'ils prennent Joe Alt. Et donc on peut récupérer Nabers. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vachement intéressant que justement on voit que vraiment ils veulent vraiment ce joueur, et pour l'instant ça leur
enfin, on comprend pourquoi, puisque c'est le joueur qui a le plus fait parler pendant tout le training camp. Tout le monde ne fait que dire que ils n'ont jamais vu ça depuis super longtemps. Ils le disaient quand il était en short, ils le disent toujours maintenant. On l'a vu hier pendant le match, il a fait des catchs assez incroyables. Il aurait pu en faire plus que ça. Il a fait un petit drop sur une passe à une main ou à peut-être Derek Stingley lui tient un peu le bras. Bon, c'est pas évident, on en reparlera. Mais en tout cas, voilà, c'était le joueur qu'il voulait. Donc avec le pick six, ça fait quand même plaisir de vraiment pouvoir récupérer le joueur et pas prendre un joueur par défaut. Alors, même si je pense quand même qu'ils auraient préféré pouvoir atteindre un des QB qui ont été pris en 1, 2 ou 3. À mon avis, c'était ça que Brian Daboll voulait le plus. Maintenant, c'était pas possible et monter coûtait trop cher. Et surtout qu'ils avaient toujours ce petit doute Daniel Jones qui, on le rappelle, prendra fin à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, que ce soit lui ou que ce soit pas lui. On aura enfin une décision, puisque là, on a l'impression quand même qu'il y a une équipe autour de lui, donc on saura enfin. Ensuite, il y a les tours 2 et 3, donc, où là aussi, en fait, c'est marrant, parce qu'à chaque fois, quand ils font dans l'épisode, quand ils montrent le pic, ils reviennent un tout petit peu en arrière et ils montrent les Giants ou les scouts qui en parlent. Et ils disent, ouais, vraiment, lui, il m'a marqué, lui, c'est le meilleur qui est disponible, etc. Donc, sur le pick 2, on voit qu'ils veulent plutôt un corner, ce qui se comprend, puisque là, actuellement, je pense que notre plus gros souci dans notre équipe actuellement, c'est cornerback 2. Donc, et eux l'avaient senti aussi, puisqu'ils voulaient un des deux corners. Alors, je ne sais plus quels sont c'est McKinstry et Lassiter qui étaient plus disponibles au moment où ils devaient pick. Donc, ils ont pris le meilleur safety disponible, qui est quand même un joueur qui voulait quand même et qui était quand même intéressant. Mais c'est vrai qu'il visait plutôt un cornerback à ce moment-là, et on peut le comprendre. Ouais. Et ce que j'ai trouvé intéressant pour le deuxième pick, c'est que, tu vois, le premier tour, les Giants ont eu le mec qu'ils voulaient en priorité. Enfin, même si ce n'était pas le quarterback, mais ça, on le savait déjà avant la draft qu'il y avait très, très peu de chances qu'ils puissent avoir un quarterback puisqu'ils ne pouvaient pas faire de trade-up, etc. Et en fait, au deuxième tour, on montre un scénario un peu différent où là, ils disent « Ah bah ouais, en fait, on aimerait bien ces deux gars-là. » Et puis, bah, pas de chance. Ces deux gars-là ne sont plus disponibles. Il faut trouver une alternative. Et ils se tournent vers Nubin, Tyler Nubin, qui est donc le meilleur safety de cette classe, comme tu l'as dit. Et il y a cet échange entre Joe Shane et Shane Bowen, le nouveau coordinateur défensif, où Joe lui dit « Mais qu'est-ce que tu penses de Tyler Nubin ?» Et Shane Bowen lui dit tout de suite « Mais en fait, il coche toutes les cases. Il dit c'est le alpha des alphas. Vraiment, c'est un joueur plein d'énergie et il peut contribuer dès la première année. » Alors, je ne sais pas s'il y a un lag de mon côté. Il y a peut-être un lag de mon côté parce que je ne vois rien sur l'écran là, mais ça va venir. Mais tout ça pour dire que Arnox, enfin HBO n'a pas voulu montrer un scénario. Non, c'est pas HBO qui produit cette saison de... Si, c'est HBO. Ah bon? Bref, on s'en fout. Crois, ouais. Ce que je veux dire, c'est que les producteurs n'ont pas voulu montrer ouais, les Giants ont drafté comme par hasard le mec qu'ils voulaient et tout s'est bien passé. Non, ils ont aussi montré des moments où non, la draft ne se passait pas exactement comme ils l'espéraient et ils étaient obligés de se rabattre sur un autre choix qui reste, mine de rien, un très très bon choix. Et puis, comme tu l'as dit, il y a aussi ces retours en arrière où on te montre pendant le processus draft les commentaires qu'ils ont fait sur ces joueurs-là, et on l'avait déjà dit dans un épisode précédent, ils nous ont juste montré les commentaires qui ont été faits sur les joueurs qu'ils ont piqués. Je pense que ça, c'est fait exprès pour pas créer de tension au sein du vestiaire où tu dis ah non, j'aime vraiment ce joueur-là, mais bon, si on l'a pas, on va prendre celui-là, quoi, parce que là, du coup, ça fait un peu bouche-trou. Et pour la confiance du joueur, c'est pas terrible. Ouais, je suis d'accord. Et c'est un peu la même chose donc là, et puis après, si on parle numéro 2 et le pick numéro 3, c'est Andrew Phillips. Et comme je le montre là sur l'image, c'est un corner qui prenne en 3 à la place du 2. Et c'est plutôt un slot corner, c'est pas vraiment un cornerback 2. Mais ce qui est intéressant, c'est que ils l'ont quand même scouté et ils disent c'est pour nous
le dernier corner qui était entre guillemets valable, qui pouvait contribuer tout de suite sans avoir à le former trop longtemps. Sous-entendu, voilà, c'est un mec qui peut contribuer maintenant et on ne va pas être obligé de le mettre de côté. Et ils ont besoin forcément de joueurs qui peuvent contribuer tout de suite, puisqu'on l'a dit, nos corners sont un petit peu le point faible de notre équipe pour l'instant. Donc voilà, c'était aussi intéressant de voir que là aussi, Andrew Phillips n'est pas venu de nulle part, on le savait déjà, il l'avait déjà scouté, il l'avait entraîné même, il y a eu des entraîneurs qui l'avaient scruté de près, et donc ils aimaient vraiment ce joueur, et pour l'instant, là aussi, ça leur donne raison, parce que ce qu'il montre pendant le training camp est très intéressant. Maintenant, il faudra le voir sur le terrain. Évidemment, il y a toujours une différence entre ce qu'on voit dans le training camp et ce qu'on voit sur les matchs. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce Andrew Phillips ? Non, mais je pense que tu as tout dit sur Drew Phillips. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les Giants, en fait, nous ont révélé un peu plus sur comment est-ce qu'ils évaluent les joueurs, comment est-ce qu'ils les considèrent. On ne savait pas, quand Drew Phillips a été drafté, que pour les Giants, c'était le dernier cornerback qu'ils considéraient comme prêt à contribuer rapidement, plutôt à l'opposé d'un joueur qu'on va considérer comme un projet de développement. Et donc, les joueurs en développement, on s'attendra plutôt à ce qu'ils contribuent d'ici 2 à 3 ans, si tout se passe bien. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que on l'a vu un peu plus tard pendant l'épisode, mais les Giants, en fait, ont montré leur big board complètement en clair. Pendant tous les épisodes, tu voyais que c'était flouté. Et puis après, là, tu as un shot où tout est clair. Et moi, je me serais attendu à ce qu'ils veuillent quand même garder ça secret, parce que, bien entendu, toute la Ligue a vu ça. Et même si on est en train de parler d'une draft passée, ça donne un peu une indication à la Ligue sur comment est-ce qu'ils ont classé les joueurs. Et donc, du coup, sur typiquement, qu'est-ce qui valorise chez un joueur par rapport à un autre. En tout cas, ça leur permet de faire des suppositions comme ça. Et bien entendu, je pense que Joe Schoen et son staff, ils n'ont pas donné le feu vert sans y avoir réfléchi, j'espère. Et que pour eux, ils disaient non, mais en fait, c'est totalement volontaire. On n'a aucun problème à montrer comment est-ce que nous, on a classé les joueurs. Ouais, alors, juste un truc sur ça, c'est pas le big board qui montre, c'est la draft et les choix de draft qui ont été faits. Par contre, donc tu vois pas le classement vraiment de comment les Giants préfèrent les joueurs. Par contre, ce qu'il y a, je me suis planté du coup. Moi, j'ai cru comme toi au début. Mais par contre, il y a quand même une indication, c'est qu'il y a des couleurs sur certains joueurs qui doivent vouloir dire quelque chose. Évidemment, il n'y a pas la légende en dessous où c'est marqué le joueur en vert, ça veut dire qu'on aime bien, le joueur en rouge, ça veut dire qu'on n'aime pas. On n'en sait rien. On ne sait pas ce que veulent dire ces couleurs. Mais il y a quand même une petite indication, mais comme tu dis, les Giants l'ont vu, évidemment, on l'a déjà dit, ils revoient tout l'épisode, ils décident si c'est bon ou non, et ils ont estimé qu'il n'y avait pas assez d'informations importantes pour que ce ne soit pas divulgué. Donc en fait, on revoit tous les choix qui ont été faits, et il y a certains joueurs qui ont des couleurs, certains qui sont pris par les Giants, certains par d'autres. À mon avis, il y a dû y avoir des gens qui ont analysé ça, mais c'est pas exactement le big board, mais il y a des infos quand même sur certains joueurs. En tout cas, c'est intéressant, moi je trouve, de voir qu'est-ce qui s'affiche sur les écrans du staff en temps réel, à quoi ils ont accès, etc., pour prendre des décisions. Et même si, on l'a déjà dit, il y a beaucoup de choses qui sont prises en amont et qui sont déjà validées avant, tu as vu qu'il y a quand même des moments où Joe Schoen il dit bon, on est OK sur lui, tout le monde est d'accord, s'il y en a un, c'est maintenant ou jamais, il nous reste 2 minutes pour valider le joueur, et globalement tout le monde est d'accord puisque c'est déjà plus ou moins validé, mais il y a quand même cette dernière petite vérification où Joe Schoen consulte tout le monde avant de déposer la petite, de donner son. Ça montre que c'est un véritable travail d'équipe, et que Joe Schoen, il n'est pas. Et tu vois, alors on n'était pas, il n'y a pas eu d'épisode Hard Knocks sous Dave Gettleman, mais vu comment Dave Gettleman a eu une gestion catastrophique, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait eu des moments où en fait son staff lui dit ouais non mais ça par contre peut-être pas terrible, on va mieux faire ça. Et lui il dit non mais moi je m'en fous, c'est moi qui décide, c'est moi le patron. Alors bien entendu c'est Joe Schoen le patron. Au final on l'a vu à plusieurs moments où c'est lui qui dit non mais ok, j'ai compris que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi je veux le faire comme ça parce que X, Y, Z. Il explique en fait son processus, et tout ça est très bien organisé, c'est rationnel. Tu sens que c'est pas fait au doigt mouillé en mode je pense que lui ça ira. Non, c'est ça. Il a une bonne tête, j'aime bien sa coupe de cheveux, on va prendre celui-là. Non, mais je suis d'accord. Après, bon, sur la fin de l'épisode, je trouve que c'est moins intéressant. Il appelle Theo Johnson, Tyrone Tracy, et puis même sur le dernier linebacker, ils en parlent même pas. De toute façon, à partir du tour 4, on a déjà dit, c'est plus difficile. Sur tous les tours 5-6, on n'avait même pas de tour 7. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur la toute fin d'épisode, c'est quand même le moment où ils se retrouvent tous
dans un bar, je sais, bon, évidemment, on n'est pas au courant de toute leur vie, mais je savais pas qu'il y avait ça à la fin de la draft, qui est un peu la concrétisation du boulot d'un an de taf, surtout pour les scouts. Ils se retrouvent tous, ils boivent un coup, ils discutent, et ça a l'air bonne ambiance. Et bon, voilà, c'est rassurant quand même de voir que, a priori, les problèmes qu'il y a eu dans le staff l'an dernier, notamment avec j'allais dire David Kettleman, n'importe quoi, avec Wink Martindale et ses acolytes, là, les deux frangins, je sais plus comment ils s'appellent, j'oublie à chaque fois leur nom, on s'en fout. Il y avait un petit peu des choses à corriger pour que le staff soit totalement serein, et là ils ont l'air d'être à peu près ok. En tout cas, évidemment, ils nous ont pas montré s'il y a des gens qui se sont engueulés, ils n'ont pas montré les images, c'est sûr, Non. mais ils disent voilà, c'est une famille, on voit la femme de Daboll, la femme de Shane qui discutent, etc. Enfin, c'est des images que j'ai trouvées intéressantes et sympa de voir qu'ils se retrouvaient tous à la fin de la draft. Et il y a l'entretien annuel aussi des scouts. Et ça, c'est quelque chose qu'on savait déjà, hein, parce que généralement, quand il y a un changement de régime dans une équipe, les scouts ne sont pas changés tout de suite. Ils sont changés après la draft, parce que le nouveau régime doit se reposer sur ce que l'équipe de scouts en place a fait en termes d'évaluation pendant la saison pour préparer la nouvelle saison. Donc, bien entendu, les changements ne peuvent avoir lieu qu'après la draft. Et donc, après cette draft, il y a Joe Shane qui reçoit tous les scouts, qui leur explique. Alors, bien entendu, comme tu as dit, on ne montre que le positif, hein, parce que on va pas montrer Joe Shane qui dit bon, écoute, tu as fait ça, c'est quand même pas terrible. Mais en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est un peu comme les performances annuelles que nous, on a dans nos vrais jobs, quoi. C'est exactement ça. C'est voilà, on va faire le bilan, je t'explique ce que j'ai bien aimé, ce que tu pourrais améliorer, etc. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir cet aspect dont on ne parle jamais en NFL. C'est ça ce qui fait tout l'intérêt de cette variante Hard Knocks, hein, parce qu'on l'a déjà dit, hein, Hard Knocks, ça commençait à devenir redondant, on voyait tout le temps la même chose. Maintenant, ils essaient un peu de se renouveler en proposant de mettre en lumière des aspects différents d'une équipe NFL. Et donc, on a tout vu. Enfin, on nous a caché des choses, hein, ça, j'en doute pas un seul instant, mais je trouve que c'était vraiment intéressant de voir à quel point Joe Shane et son équipe étaient prêts à nous montrer certaines choses sur leur processus. Oui, bon, en tout cas, ça a été. Moi, j'ai vraiment aimé suivre ces 5 épisodes. C'est passé un petit peu trop vite, mais c'était très cool. Si vous êtes fan de Hard Knocks, il y a actuellement les Bears qui font leur Hard Knocks classique de training camp. Et puis, faut que je commence ça. Ouais, je sais. Moi, j'ai commencé, mais en fait, ça m'intéresse un peu moins. Du coup, une fois qu'on a vu celui de off-season, bah, on a envie de voir plus de ce style-là. Et puis, en fait, juste voir les mecs à l'entraînement qui font des trucs. En fait, le problème un petit peu, c'est on voit toujours pareil au bout d'un moment. Et tu sais, il y a les fameux le petit bisutage où ils doivent chanter, faire une danse ou je sais pas quoi pour les rookies. Tu les vois porter les casques et les épaulières de tout le monde, machin. Bon, voilà, on a l'impression qu'on a déjà vu ça plusieurs fois en fait à chaque fois, même si évidemment chaque training camp est différent, il se passe des choses, il y a des battles, puis c'est toujours intéressant de voir en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est de voir les mecs qui se battent pour le roster. Une fois, ça c'est intéressant. Voir le mec qui est quarterback titulaire lancer des passes en training camp, on s'en tape complètement. Voir ces petits battles de mecs qui jouent en deuxième mi-temps des matchs de pré-saison, machin, ça c'est intéressant. Et surtout les belles histoires des mecs qui arrivent à faire les rosters, ça c'est vraiment ce qu'on kiffe dans les Hard Knocks. Mais là, je crois que je vais le regarder parce que c'est Caleb Williams qui est premier pick qui arrive et tout. Je me dis, ça peut être intéressant. J'espère que ça le sera. Faut juste que je me lance. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Mais bon, ça se trouve, je vais regarder 2 épisodes, ça va me gaver et puis je vais arrêter. Donc. Ouais, peut-être. Est-ce que tu as vu les passes de Caleb Williams sur son match hier? Il fait. Bon, pour non, pas encore, mais apparemment. Il fait 2 belles passes. En fait, je pense qu'il n'y a que lui et Mahomes qui peuvent faire ce genre de passe-là, où ils sont droitiers, ils roulent vers la gauche, donc c'est super difficile de lancer une passe et tu ne sais pas comment il arrive à lancer une bombe vers Rome Odunze qui fait une seule réception dans le match, mais qui fait cette passe-là qui est magnifique. Est-ce que ça tiendra? C'est bien d'avoir un quarterback qui fait des lancers exceptionnels. Maintenant, c'est encore mieux d'avoir un quarterback régulier, ce que nous, on n'a pas pour le coup, et qui fait des choses, on va dire, un peu plus classiques à la Tom Brady. On n'a pas besoin de faire des passes entre les jambes pour être un très bon quarterback. Mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant ce qu'il est capable de faire. Et les Bears, j'ai l'impression qu'ils ont quand même un roster solide cette année. Donc, ouais, c'est vrai que ce Hard Knocks peut être intéressant. Bref, si on passe maintenant sur... du coup, on a joué 2 matchs de pré-saison. Donc, il y a eu le training camp. Bon, training camp, il y a... Moi, ce que je retiens du training camp, déjà, c'est qu'il n'y a pas vraiment de blessés graves pour l'instant. On a eu une frayeur sur Tyron Tracy, où à un moment donné, sur un retour de kick-off, il attrape mal le ballon tombe parce qu'il y avait un peu de vent. Ils expliquaient ça, Bob Papa, il expliquait ça.
il veut ramasser la balle et en fait il s'appuie complètement sur un pied, sa cheville tourne bizarrement, catastrophe, tout le monde s'arrête, il est par terre, il y a et finalement ils lui mettent une attelle et puis il est sorti avec le petit kart là, je sais jamais comment dire en français, mais la petite voiturette qui va le faire sortir du terrain. Donc généralement quand ça se passe, blessure, sans contact, où on te met une attelle et on te sort sur la voiture, c'est fin de saison, 99% du temps. Bon là apparemment, 2 heures après il était dans la salle de réunion, tout va bien, il va être absent une semaine ou deux. Bon, tant mieux, on a échappé belle, on a dodge bullet comme disent les Américains, et tant mieux parce que à part ça il n'y a pas de grosse blessure. On a une toute petite blessure de Malik Nabers aussi, rien de grave, il est revenu, d'ailleurs il a joué hier. Mais la grosse info qu'on retient, c'est que en fait, Nabers a été exceptionnel depuis le début du training camp. Il fait des choses incroyables. Est-ce que tu as vu ses stats dans les 2 jours d'entraînement contre les Lions? Donc, on a fait un joint practice avec les Lions. Est-ce que tu as vu ses stats? Alors, je pense que j'ai vu le premier jour. Bah, ça dépend. C'est quel jour en réception alors, il s'est battu, c'est le 2e jour. Il a un peu poussé un mec qui, d'ailleurs, a l'air d'être un mec assez... Alors, j'ai plus son nom du safety du Lions. C'est pas vraiment un peu poussé, parce que j'ai envie de dire... oui, il a craché dessus, voilà, ça va. J'en ai parlé. Non, mais attends, le gars, il arrive. En fait, je veux pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite, mais quand j'ai vu ça... Tu as pensé à Odell Beckham, c'est ça que tu vas dire. J'ai fait la comparaison à Odell Beckham parce que je suis sûr qu'il a fait ça parce que l'autre était en train d'insulter sa mère et tout ça. Bien sûr. Le problème que j'ai avec ce genre de comportement, c'est que ce qu'on reprochait à Odell Beckham, c'est que Odell Beckham n'avait pas de sang-froid et que toute la ligue savait que Odell Beckham, si tu le faisais de sortir de ses gonds, il allait faire une connerie et du coup, il était incapable de produire sur le terrain parce qu'il allait se battre, il se faisait éjecter, etc. Josh Norman avait très très bien compris. Ouais, alors c'était surtout eux deux la grosse dispute parce qu'en dehors de ça, il s'est un peu vénère, mais pas autant qu'il y a eu avec Josh Norman. Josh Norman, c'était non, mais il y avait aussi un cornerback des Vikings, je me rappelle, qui l'avait bien titillé, etc. Parce que, mais ils ont raison. Josh Norman, qu'on s'entende, Josh Norman est une pourriture. C'est aussi. Je sais pas. Moi, je m'engage pas sur ça. Je ne connais pas Josh Norman. Non, mais en fait, il avait cette réputation d'être un énorme trash talker, mais un trash talker mauvais. Pas un trash talker à la Dexter Lawrence qui, en fait, est en train de rigoler. Ouais. Il est marrant, lui. Ouais, c'est ça. Et se moque de toi gentiment. Non, c'est le gars, il est violent, quoi. Okay. Et le truc, c'est que, tu vois, avec en plus qu'on a appris pendant Hard Knocks, où il y a eu ces discussions entre Daboll et lui, qui dit non, mais c'est bien que tu aies cette envie, cette hargne et tout de vouloir gagner, mais il faut aussi apprendre à le contrôler. Ouais. C'est justement pour ça, c'est parce que, bon, là, c'est le training camp, c'est pas très grave. Il y a même Daniel Jones qui allait se battre. Ouais, parce qu'il a dit, il se fait pousser, je sais pas quoi, et puis Daboll lui dit, mais pourquoi t'as fait ça? Il dit, je vais pas laisser un de mes gars se faire pousser comme ça et rien faire. Bon, voilà, mais il lui dit, mais la prochaine fois, tu restes sur le côté, s'il te plaît, ça me ferait chier que mon quarterback. Ouais, parce que tu coûtes 40 millions quand même. Donc, mais Nabers, je pense qu'il faut juste qu'on lui fasse comprendre que le meilleur moyen de répondre, c'est pas en se battant, c'est justement en refaisant des réceptions de malades et en marquant des touchdowns. Ouais. Donc, oui, c'est comme bien sûr. Et voilà. Donc, on l'a pas vu sur le premier match parce qu'il a pas. Alors, le premier match, il a joué 8 snaps. Il a été. C'était Drew Lock qui a commencé le premier match, donc victoire contre les Lions 14-3. Alors, juste pour info, c'était 16 réceptions sur 17 passes lancées dans le joint practice contre les Lions. Donc, c'est assez ouf, c'est des stats incroyables. Le week-end qui suit le joint practice, on joue les Lions, on gagne 14-3. Soyons bien clairs, les résultats des matchs de pré-saison, on s'en fout complètement. Dans le contenu, on peut voir des choses. Dans le résultat, on s'en fout complètement. Les mecs vont jouer des 4e tentatives, ils vont sortir des gars, ils vont faire des rotations dans la O-line, etc. Et en deuxième mi-temps, tu n'as plus aucun titulaire. Donc, on s'en fout complètement du résultat. Donc, on a gagné très bien, mais on s'en fout. 14-3, c'est Drew Lock qui commence le match, qui se blesse d'ailleurs. Drew Lock, pendant le match, il est pour l'instant absent. Et il n'a pas visé une seule fois Malik Nabers. Donc, Malik Nabers a fait à peu près 2 séries, ça devait être 2 fois 4 jeux ou un truc comme ça. Il a fait entre 5 et 8 jeux. Il s'est bien démarqué, mais il n'y a pas de passe qui a été lancée dans sa direction. Par contre, hier, donc défaite 28-10 contre Houston, les Texans qui sont une excellente équipe. Là, on a joué 2 grosses équipes, les Lions qui sont exceptionnels et les Texans qui sont aussi très très bons. Ils ont été très bons l'année dernière et ils sont en pleine bourre. Là, pour le coup, il y a eu des passes lancées dans sa direction.
dès la première passe du match, on fera plutôt un focus sur Daniel Jones après, mais il y a eu une passe lancée dans sa direction qui a fait être interceptée. Donc on a vu une envie en fait de vraiment viser le joueur. 33% des passes ont été dans sa direction, Nabers, et il finit sur ce match-là avec 4 réceptions, 54 yards sur 6 passes lancées dans sa direction, et dont des très belles réceptions. Il y en a une qui rate, donc j'ai dit à une main, où il est contre Derek Stingley, qui est un des meilleurs cornerbacks de la ligue quand même. Il arrive à lui mettre un petit stutter step au début, il lui fait une petite feinte et il part dans son dos et il lui met 2 yards et la balle est bien lancée. Malheureusement, il veut la réceptionner à une main, il la rate, mais derrière, il nous fait des réceptions qui pour moi, sont exactement le genre de réception qu'on voyait rarement, c'est-à-dire la balle est lancée trop ou derrière le joueur, etc. Et il arrive à s'ajuster, à se tourner, et c'est des choses qu'on a vues en training camp. Il se tourne, il arrive à, je ne sais pas comment, à attraper le ballon, puis après reposer ses 2 pieds dans le terrain. Enfin, c'est complètement exceptionnel. Ah oui, et c'est que le début de ce qu'on va voir. Sur le côté droit. Côté droit, elle est magnifique, celle-là. Ouais. Elle est très très belle. Et il y a aussi une autre réception où il est quand même bien couvert et le cornerback est limite sur son dos. Et en fait, donc une passe très contestée. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est ce qu'on a attendu de comment il s'appelle, ce receveur qu'on a payé une fortune et qui nous a rien fait. Et on oublie. Kenny Golladay. Kenny Golladay, exactement. Et qu'on n'a jamais eu. Quel génie ce Kenny Golladay. J'ai des cartes Kenny Golladay, une vraie collection de. Mais ouais, on a vu de belles réceptions de Nabers et entre en effet sa prestation contre les DB de Lions en training camp et ce match contre les Texans, c'est vachement encourageant, quoi. Ça fait méga plaisir de se dire waouh, là il y a un truc, là c'est bon, là maintenant en fait la hype elle est justifiée et on a recruté un type qui va vraiment contribuer au système offensif. Il manque le dernier step qui est d'afficher des chiffres en saison réelle. Donc pour l'instant, il a checké, on va dire, tous les trucs. Il a été bon en universitaire, il a été bon quand on faisait les mini-camps, il a été bon en training camp, il a été bon en joint practice, et là, il est bon en match de préparation, de pré-saison. Il reste plus qu'à faire des choses pendant la saison, mais les gars s'accordent à dire que s'il fait pas milliard cette saison, c'est pas une saison réussie, quoi. Et tu as même des gars qui disent il faut qu'il fasse 1200, 1300 yards pour que ce soit une saison réussie, parce que vu le potentiel qu'il nous affiche là, et ce que les mecs disaient en fait, c'est dans les entraînements contre les Lions, il nous reste un joint practice puisque c'est une seule journée contre les Jets, donc il va pouvoir s'opposer à Sauce Gardner qui avait beaucoup parlé l'année dernière contre Jalin Hyatt. Donc là, on va voir s'il sait faire la même chose contre Malik Nabers. Mais je sais plus ce que je disais. Voilà, c'est juste pour l'instant ce que disaient les gars, c'est personne n'arrive à le couvrir. Donc bon, voilà. Cet entraînement contre Sauce Gardner, à mon avis, il l'attend. Et Sauce Gardner doit l'attendre aussi avec impatience. Et je suis pressé de voir ce que ça a donné. Ça doit être, j'imagine, début de. Là, on est dimanche, peut-être lundi ou mardi, ça devrait avoir lieu cet entraînement avant que le dernier match de la pré-saison se joue contre les Jets. Bon, écoute, Malik Nabers, je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il est absolument incroyable. Moi, ce que je voudrais évoquer, c'est Daniel Jones, qui nous a fait des cagades, une catastrophe sur ses 3 premiers drives. Donc, il commence, on l'a dit, première passe vers Malik Nabers. Alors là, je pense que c'est Nabers qui se chie, puisque il fait pas c'est un tracé stop à 6-7 yards, il fait pas son stop suffisamment tôt et il lance quasiment une interception. Derrière, Daniel Jones, il nous fait un truc où il est quasiment saqué donc, pour un safety dans sa end zone. Il arrive à s'échapper un tout petit peu et il se dit tiens, je vais lancer la balle vers mon receveur à peu près et puis au moins je me fais pas saquer, sauf que il se fait intercepter par Jalen Pitre et le safety et du coup puisqu'il lance une vieille pizza à 2 à l'heure et en même temps il lance en étant saqué, donc c'est toujours dangereux. Soit tu arrives à lancer suffisamment loin et haut pour que ça arrive en touche et que tu te prêtes pas de pénalité et comme ça bah voilà tu as une ou dans les pieds de ton receveur. Ou dans les pieds de ton receveur. Mais là, il lance à niveau du receveur. Le receveur, il comprend pas. Il est à moitié, je sais même plus qui c'est, il est à moitié en train de reculer. Et même le corner, tu vois, enfin le safety, il lance la balle, incroyable. Bah, il a juste à la prendre et faire 5 yards pour aller marquer. Donc ça, c'est cette erreur-là, ça me fait penser à la passe qu'il envoie pour un pick six alors qu'on remonte tout le terrain. Tu te rappelles la saison dernière où il y a 2 saisons là, où on fait un super drive, il remonte tout le terrain et il fait une passe de merde interceptée pour un pick six alors qu'on était à 3 yards de la end zone. Je me souviens que tu étais vénère de cette passe-là. C'est des erreurs. Comment tu peux encore faire des erreurs comme ça en fait après 6 années dans la ligue? C'est pas un rookie.
Et tout le monde est sur le dos de Jones en disant il a été payé une fortune, il faut qu'il justifie son contrat. Alors, tu as une petite hype sur les réseaux sociaux qui en fait, ne sert absolument à rien. C'est ah ouais, putain, Daniel Jones avec la barbe et tout, il fait vraiment. C'est marrant, ça. Mais en fait, ok, il est peut-être un peu plus beau gosse avec ça, mais on s'en fout du fait qu'il soit beau gosse. Je préfère à la limite qu'il ait un bec de lièvre et qu'il soit bon. Bon, tant mieux pour lui. Hein, mais non, mais parce qu'on se raccroche à ce qu'on peut, écoute. Mais on s'en fout de son apparence. Après, moi, quand je vois ces interceptions, parce qu'il y a cette interception dont tu parles, et puis il y en a aussi une un peu plus tard où là, il tente une passe longue sur Jalin Hyatt et il se fait piquer par le même gars des Texans, il me semble. Ouais. C'est Derek Stingley Jr. qui fait une très belle action. Ouais. Il est collé à Jalin Hyatt et il intercepte la balle. Ce qu'on peut reprocher, c'est que la balle était peut-être un peu trop à l'intérieur. Sur cette interception-là, il tente un truc. Limite, c'est un peu forcé parce qu'on est en pré-saison et peut-être que le coach lui a dit vas-y, lance-la, quoi qu'il en soit, tu le relances sur Jalin Hyatt, il faut lui envoyer la balle, machin. Non. Ça se trouve, c'était ça la décision du coach. Genre, tu peux pas savoir. Donc là, elle gêne moins celle-là. Mon point, ça a été de dire que, en fait, quand tu fais un match de pré-saison et que tu as fait 2 interceptions comme ça et que tous les médias sont sur ton dos en disant il faut que tu justifies ton contrat, c'est pas bon pour ta confiance. Non. Ça fait. À la limite, je préfère qu'il fasse ses erreurs en pré-saison qu'en saison régulière, hein, bien entendu. Mais la confiance pour un quarterback, c'est ultra important. Tu vois, si contre les Jets, il se fait piquer par Sauce Gardner en essayant d'envoyer une passe à Malik Nabers, bah, le mec, il va peut-être réfléchir à 2 fois en se disant est-ce que j'ai vraiment envie de retenter ces passes qui sont 50-50, alors qu'un bon quarterback, justement, sait que quand il a confiance en son receveur, il peut lui envoyer une passe 50-50 en sachant que son receveur a beaucoup plus de chances de l'avoir. Et ce lien entre Jones et Nabers, il va être très très important pour la saison à venir. Ouais, complètement. Alors, quand même, 2 choses que je peux ajouter à ça, c'est que la première, c'est qu'il revenait de blessure et ça justifie pas une erreur qui est une erreur mentale en fait là sur ce truc-là. Hein. Mais peut-être qu'il s'est dit, vas-y, je vais quand même pas me prendre un safety dès mon 2e drive, c'est un peu la honte, je force un truc, ce qui est ridicule. Donc il faut surtout pas faut qu'il arrête de forcer des choses qui servent à rien. Au pire, tu prends le safety, on prend 2 points, voilà, c'est pas très grave. Donc ça, voilà, faut aussi tenir compte qu'il revenait à peine de blessure et c'est bien qu'il ait eu ce temps de jeu. Donc il a joué toute la mi-temps et ça c'était bien. Il faut aussi voir qu'après, il a beaucoup mieux joué. Une fois ces 2 interceptions passées, il a beaucoup mieux joué. Il a fait une super passe pour Darius Slayton. Darius Slayton, il finit avec 3 réceptions, 59 yards. Il fait une super passe qui amène à un touchdown derrière de Singletary parce qu'il ne reste plus qu'un yard ou 2 à mettre. Donc ça, c'était très bien. Il fait 2 autres passes longues pour Nabers qui étaient aussi plutôt bonnes. Voilà, il rate une passe sur Eric Gray à un moment donné qui pouvait amener un first down. Bon, là, c'était pas terrible, mais globalement, il a mieux joué quand même après. Et donc, je pense qu'il avait besoin de ce temps de jeu. Ça aurait été catastrophique de ne pas le faire jouer de la pré-saison et l'amener directement en match de saison. Ça aurait été catastrophique. Donc, comptons ça aussi. J'espère qu'il pourra jouer peut-être un quart-temps contre les Jets. Ce serait pas mal. Ça permettrait de le remettre aussi un petit peu en confiance. Le voir faire 0 erreur, même s'il ne met pas de TD, au moins de ne pas faire d'erreur et arriver serein sur le premier match contre les Vikings. Donc, il y a eu du bon et du moins. Il y a eu du très, très mauvais et il y a eu du niveau de jeu comme on l'attend, c'est-à-dire OK+. On sait que c'est pas un quarterback qui va nous faire des passes à la Calais Williams, ça on le sait, c'est évident, il n'y a pas de doute là-dessus. On l'a vu recourir un peu, je sais pas si tu as vu sa course, donc il gagne 12 yards. Encore une fois, il s'est toujours pas tombé. Hein. Il s'est pas tombé normalement, Daniel Jones, mais fait une glissade, quoi, bordel. C'est le mec, ça fait 6 ans qu'il est là, il a toujours pas appris à glisser sur un genou, quoi. Incroyable. Bon, bref, c'est terrible. Non, mais c'est... Ouais, il y a encore du boulot. Et puis, comme tu l'as dit, en fait, la deuxième mi-temps, elle est pas... On n'en tire rien parce qu'il y a des erreurs de joueurs de fond, de roster qui tiennent pas bien le ballon, qui le perdent, etc. Il y a eu plusieurs fumbles, des choses comme ça. Il n'y a rien à tirer de cette deuxième mi-temps. Il y a quand même une action que j'ai trouvée assez excellente. C'est Elijah Chapman, le petit defense tackle, parce qu'en fait, le mec, il fait quand même ma taille. Hein, il fait 1m83. Il fait juste 2 fois ton poids, par contre, c'est tout. Exactement. Il me prend, il me casse en 2. Hein, donc, mais justement, le type est énorme. Il a rattrapé un running back qui allait marquer
Ouais. marqué un TD. Alors, soit le Non, mais running back c'est ouf. est très lent, soit lui Ouais. est très rapide. Mais Chapman avait aussi fait un sac pendant le premier match contre Ouais. les Lions. Mm. Donc, il se fait un peu bien voir par le staff. Est-ce que ça lui garantit, est-ce que ce sera suffisant pour lui garantir une place dans le roster? C'est pas évident, mais peut-être que ça lui permettra d'avoir une place dans le Ouais, j'ai practice squad. l'impression quand même. J'ai l'impression qu'il va accrocher une place dans le roster parce qu'on est assez léger en defensive tackle et on a, je sais plus quel est le nom du joueur qu'on a envoyé chez les Cowboys pour un échange de 6 et 7e tour de draft. Bref, c'était un defensive tackle aussi. Donc on commence à être un peu light et ils commencent à faire leur sélection déjà. Et lui, il a beaucoup joué. J'ai l'impression le coach de la defensive line disait c'est peut-être le joueur le plus fort en termes de puissance qu'on a dans notre équipe. Mais c'est vrai que sa taille, c'est un peu problématique. Je pense que s'il faisait 20 cm de plus, il aurait été drafté, le gars. Parce que là, il était undrafted free agent. Mais Ouais. s'il était un peu plus grand, il aurait été drafté. Parce que vu ce qu'il nous montre jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'est impressionnant. Et le fait qu'il rattrape un running back comme ça, déjà, c'est impressionnant qu'il soit capable de le faire, mais c'est aussi impressionnant qu'il ait eu la présence d'esprit de le faire. Tu vois, le mec se bat, quoi. Il sait qu'il est là pour se battre pour un roster. Parce que généralement, un defensive tackle, quand il est battu et qu'il voit un running back partir, bon, il peut lui courir après, mais bah oui, il va laisser tomber parce que de toute façon, il a quasi aucune chance. Et là, il n'y avait plus personne devant Mais ça, lui pour le. ça montre qu'il a la niaque, justement. Exactement. Il a la niaque et il a tout à fait compris que il est undrafted free agent. Il doit bien se faire voir parce que il n'y a pas que les Giants qui remarqueront ça. Il sait très bien, et c'est ce qu'on entend à Chat Arnox, où les coachs disent, en fait, vous vous battez pour une place dans cette équipe, c'est votre premier objectif, mais n'oubliez pas qu'il y a 31 autres équipes qui sont aussi en train de regarder ce que vous faites. C'est vrai, si vous avez pas une place chez nous, c'est pas forcément la fin du monde, vous aurez peut-être une opportunité ailleurs. Mais il se fait... il a des bonnes contributions, mais j'étais impressionné par sa motivation et le fait qu'il soit allé chercher un running back et qu'il ait réussi à choper, quoi. Ouais, ça c'est beau, je suis d'accord. Il y a 2 autres points que je voulais aborder pour finir sur ces matchs-là. La première, c'est un point très positif. Et je ne sais pas ce que tu en as pensé, je ne sais pas si tu as regardé un petit peu. Cette ligne offensive, pour l'instant, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a vu l'an dernier et elle offre du temps à Daniel Jones. On a rarement, rappelle-toi, sur les 5-6 dernières saisons, combien de fois on a vu le quarterback ne pas avoir une seconde pour lancer et tout de suite un gars sur le dos. Là, on a vu, et on en a besoin puisqu'on va lancer des passes longues, ça fait partie des stratégies et des objectifs de notre coaching staff cette année, c'est tenter sur des passes longues. On a fait peu sur les dernières années et voire on était ceux qui lançaient le moins de passes longues. Là, on a envie de faire des gros gains avec des passes longues et donc pour ça, il faut que ta O-line te donne du temps. Et on a vu beaucoup de moments où Daniel Jones avait du temps dans sa poche, était OK il avait le temps d'armer, il avait le temps de regarder, il avait le temps de lancer. Et ça change beaucoup de choses, je pense, pour un quarterback. Ça peut l'aider à le remettre en confiance. Et pour l'instant, j'ai l'impression que le coaching de Carmen Bricillo, notre nouveau coordinateur de ligne offensive, coach de ligne offensive, fait le taf. On a vu des stunts qui ont été bien récupérés. Luminor qui donne son gars, qui récupère le mec, qui contourne, etc. Des choses qu'on n'avait pas vues depuis 15 ans chez nous, qui là ont l'air de fonctionner. Des joueurs qui ont l'air d'enfin comprendre comment jouer en équipe, comment jouer ensemble. Et c'est je suis vachement encouragé par ça et j'espère vraiment que pendant cette saison, on pourra parler autre chose que notre O-line et qu'on ne commencera pas tous nos podcasts en disant bon, bah voilà, on a perdu, la O-line, c'était terrible, on ne peut rien faire avec une O-line comme ça. Et pour l'instant, c'est super encourageant. Je ne sais pas si tu as vu ça aussi un petit peu ou pas du tout. Si, je l'ai noté et ça me fait d'ailleurs penser au joint practice avec les Lions où j'ai entendu dire que Ellen Leonor se débrouillait très très bien contre Aiden Hutchinson qui, pour rappel, est le deuxième choix de draft 2022, donc defensive end des Lions, qui est très très bon. Donc Elemenor, en tant que right tackle, a l'air de plutôt bien fonctionner. On a eu une petite frayeur parce qu'on a cru qu'il s'était blessé gravement à un moment et puis il est revenu. On n'a toujours pas vu Evan Neal dans ce line-up-là. Il est revenu. Il est revenu, mais il n'a pas encore joué en match. Peut-être qu'il a joué hier, mais peut-être en deuxième mi-temps, peut-être. Ouais, il est en équipe B pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que... et encore une fois, pour revenir à Arnox, parce qu'il y a eu des références à ça, au fait que c'était la ligne offensive, c'était une grosse priorité pour le staff, et ils ont parlé du fait que ils avaient besoin de 5 gars qui fonctionnent bien ensemble. Parce que avoir un Andrew Thomas, c'est vachement bien, c'est l'un des meilleurs left tackle de la ligue, mais si les 4 autres derrière sont complètement asynchrones,
ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que lui, il ne pourra pas être partout. Et tu as besoin justement que ces 5 gars-là soient capables de travailler ensemble. Et là, pour le moment, ça se présente bien. Alors après, il faut aussi relativiser parce que les lignes, même s'il y a du contact en live pendant les matchs de pré-saison, je ne pense pas que les mecs se donnent complètement à fond non plus parce qu'il y a les risques de blessures et que tu te préserves un peu. Mais en tout cas, ce qu'on voit aujourd'hui par rapport aux pré-saisons précédentes, c'est beaucoup plus encourageant. Oui, complètement. Et enfin, il y a du temps pour lancer, et ça va être indispensable si on veut réussir à faire des choses en attaque et ne plus être 31e ou... Et des brèches aussi pour la course, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du match des Lions, on est passé dessus très rapidement, mais il faut rappeler que Eric Gray, notre running back drafté la saison précédente, oui. Voilà, a fait un très très gros match avec un TD de 48 yards, avec un petit TD de moins de 5 yards, parce qu'on était... Et en fait, à chaque fois, tu as des très bons blocs. Alors, je crois que contre les Lions, on n'a pas eu la ligne offensive titulaire. Non, mais ça, c'est vachement bien aussi, du coup, de se dire que même les remplaçants, si on a enfin la profondeur de banc et que les gars sont capables de... Je trouve ça vachement encourageant. Ça veut dire que c'est pas que la ligne titulaire qui a été intéressante, mais c'est aussi les remplaçants. Et t'as raison de le mentionner, parce que je trouve que c'est justement... Est-ce que ce coach de O-line, enfin, a permis d'avoir une cohésion globale dans l'ensemble de nos joueurs qui vont être capables de jouer ensemble et de faire quelque chose? C'est la direction que ça prend, et ça, c'est vraiment bon signe. Bien, tout à fait. Ça, c'est cool. Bon, les derniers points que je voulais évoquer, c'est puisqu'on a été pas mal malmené hier par le jeu de passe des Texans, que ce soit le quarterback titulaire ou le quarterback remplaçant. Cette secondary, pour l'instant, elle est un petit peu inquiétante. Et une question que je voulais te poser, donc pour l'instant, on ne sait pas encore exactement qui sera notre cornerback 2. On a vu plusieurs fois sur les saisons précédentes, rappelle-toi, un cornerback 2 qu'on a récupéré avant le début de saison. Il y a eu... comment il y a eu... Putain, c'était quoi les noms des joueurs je me souviens plus. Bref, on a eu plusieurs fois des cornerbacks 2 qu'on a récupérés juste au début de la saison. Est-ce que tu sens que c'est quelque chose qui pourrait se passer de nouveau cette année? Moi, je te donne ma réponse. Je pense que oui. À mon avis, il va falloir qu'on aille chercher un cornerback 2. Soit qu'on trade quelque chose pour un cornerback 2, soit que on trouve quelqu'un, une équipe qui lâche un joueur, etc., sachant que on est bien placé pour récupérer, parce que quand les joueurs sont libérés ou pour aller taper dans les practice squads des équipes, on va être en 6e position pour aller choisir des joueurs, donc on peut aller chercher des joueurs intéressants comme ça aussi. Je pense que le cornerback 2 de cette année n'est pas encore dans l'effectif. Je ne sais pas ce que toi t'en penses. À mon avis, on est encore trop faible à ce niveau-là. Alors, c'est clair qu'on est faible au niveau secondary. On a un gros problème au niveau des cornerbacks. De toute manière, quand il y a les cuts, quand on doit réduire à 53 joueurs, tu as beaucoup de joueurs qui sont libérés et donc il y a des opportunités qui peuvent être trouvées chez d'autres équipes. Tu peux avoir aussi des trades de dernière minute où tu récupères un joueur qui, certes, n'est pas un gros titulaire, mais on pourrait trouver notre cornerback 2 à ce moment-là. Et quelque chose que je vérifiais aussi, mais à mon avis, ce n'est pas vraiment une solution, parce que si c'était le cas, on l'aurait fait depuis un moment, c'est que Adoree Jackson est toujours disponible. Bah, je me suis dit comme toi, mais si c'était ça la solution, on l'aurait déjà signé. Pourquoi on aurait attendu autant de temps? Non, et surtout, en fait, si Adoree Jackson valait encore quelque chose, il y aura peut-être une autre équipe qui lui aurait filé un contrat, parce que... Tu as la liste là des free agents? Bah, je suis en train de regarder. Là, je suis sur Spotrac. Spotrac.com. Et quand tu regardes les cornerbacks UFA, non, ça ne passe. Non, attends, je suis sur le. Ah, attends. Pourquoi il y a Kirk Cousins là-dedans? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? NFL Free Agent, position. Ah, attends, je sais pas ce que je suis en train de regarder. Est-ce que tu vois la même chose que moi? On va regarder dans les cornerbacks. Attends, mais je connais même pas mon alphabet. Mais c'est pas classé par l'alphabétique. Si, mais c'est à l'envers. Oh là 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 là. C'est catastrophique ce que je suis en train de faire. Available. Voilà, moi c'est bon, je les ai. Je vais te dire ça. Alors, en available, en ce moment, on a Xavier Howard. Xavier Howard, mais il est pas mal lui, non? C'était le mec qui était chez les Vikings là? Ouais, et puis après il est passé chez Dolphins, 31 ans. Je ne sais pas s'il était blessé. JC Jackson des Patriots, Adoree Jackson,
Stephen Gilmore, mais Stephen Gilmore, il a pratiquement 34 ans. Ah oui, je les ai sous les yeux. Ok. Patrick Peterson, il a Mais attends, 34 Stephen ans. Gilmore pour une saison, c'est pas mal, non? Tu prends ça pour Ouais, une saison? Ouais, mais est-ce que tu as envie de payer le mec 10 millions? Est-ce qu'on a les Mais moyens attends, de le payer? c'est quoi le Prev AAV? C'est quoi? C'est C'est son salaire précédent? c'est son salaire moyen annuel, son précédent salaire moyen annuel. Donc, Eh ben, on s'en il vaut fout du peut-être coup. pas 10 millions aujourd'hui, mais il en vaut peut-être 6 ou 7. Est-ce qu'on a le cap space pour Eh ben, ça? c'est une bonne question. Parce que Xavier Howard, mec, franchement, alors je sais pas comment il a joué l'an dernier, peut-être qu'il est. Mais un mec de 30 piges pour une ou deux saisons, franchement, ça se tente. Alors là, je vois Jalen Mills, mais parce qu'on l'a libéré. Patrick Peterson, non, c'est trop vieux, 35 ans, faut peut-être pas déconner. Mais Stephen Gilmore, franchement, ça tient la route. 1 an de Stephen Gilmore, moi je prends direct. Enfin, je veux dire, c'est Je sais bien pas. meilleur que ce qu'on a dans le roster. Il n'y a pas de doute là-dessus quand même, non? Ah Je sais pas. faut croire que si, parce que sinon le Peut-être que mec, si. les équipes, elles ont plutôt intérêt à faire venir ces gars-là pendant le training camp pour qu'ils s'habituent au playbook, etc. Bon, après, tu as des vétérans qui aussi n'ont pas envie de faire des training camp parce qu'ils en ont un peu marre. Après, pour revenir à ton point initial, je suis d'accord avec toi, on n'a pas notre cornerback 2 dans le roster aujourd'hui. Bon, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais aussi, j'ai aussi l'impression que, alors j'ai pas fait très très attention à notre front seven, mais sur le papier, on a quand même un front seven qui est beaucoup plus capable de mettre la pression sur le quarterback adverse. Donc, je veux dire, c'est que dans une défense, si ton pass rush est très très bon, tu as moins besoin d'avoir un secondary elite parce que le quarterback, il va pas avoir beaucoup de temps pour passer. Donc, s'il fait une passe, mais on s'est fait découper hier. Hein. Hier, on s'est fait découper. Hein. C'est pas possible. Ah oui, mais bon, tu as aussi CJ Stroud qui est un first rounder, qui est un très. Et puis surtout, ils ont un super quarterback et ils ont plein de bons receveurs, les Texans aussi. C'est assez affolant. Donc, on va pas rencontrer les Texans toutes les semaines, mais regarde les Eagles, ils ont 2 très bons receveurs aussi, plus un bon tight end. Donc, il va falloir les loquer un petit peu, ces mecs-là. Bon, je suis en train de regarder le cap space. On n'a que 7 millions, on est 29e en cap space, donc on est assez light. Hein. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est pas ouf niveau cap space. Bon, je sais pas comment on va faire. Je ne sais pas. Écoute, on verra bien. Mais à mon avis, il va se passer quelque chose niveau corner. Ça m'étonnerait qu'on prenne vraiment personne en corner sur ce qui reste. Il faudrait qu'on aille chercher quelqu'un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme tous les ans, le 53 final, tous les joueurs ne sont pas dans l'équipe actuellement. On va faire des moves pour aller en chercher d'autres ailleurs, etc., etc. Donc ça risque fortement d'arriver. Bref, voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter? Pas de panique. Hein, voilà, si aujourd'hui tu es en train de vous dire ça va être la merde. Non, paniquez pas. Ça va encore bouger. Et puis ça va même bouger pendant le premier mois de la saison. Hein. Alors bien entendu, on n'a pas envie de se reprendre à 40-0 dès le premier match. Surtout contre les Vikings. Si on prend 40-0 contre les Vikings à domicile au premier match, voilà, sans JJ McCarthy. Ouais, bah alors peut-être que Sam Darnold il est meilleur pour l'instant. Et sans leur receveur, tu sais, ils ont eu un receveur. Non, mais il n'est pas blessé finalement. Il a fait la même chose que Tyron Tracy, c'est que ça avait l'air catastrophique et en fait, c'est une semaine ou deux, donc il devrait être là. Et ouais, c'est clair que perdre contre Sam Darnold, ça va faire chier. Mais ça fera pas chier puisqu'on ne va pas perdre. Quand même, si on perd ce premier match, je veux même pas y penser. Tu sais, j'ai peur d'un truc, moi, c'est que ma saison. J'attends tellement ce premier match de pré-saison, je vais être trop bien dans mon canapé, machin. Allez, premier match, on y va. Et l'an dernier, c'était 6 mois d'attente qui se sont écroulés en une mi-temps, où on était à je sais pas combien, 0 à la première mi-temps. J'espère vraiment pas revivre ça et que là, on puisse, tu vois. Ce que disent les Américains, c'est qu'ils veulent des meaningful games en décembre. C'est-à-dire, on veut encore jouer quelque chose en décembre. C'est ce que j'espère aussi. Ouais. Mais imagine un peu ma tronche quand on a fini ce match contre les Cowboys 40-0, et moi je me suis dit, mais en juillet, j'ai claqué une somme indécente pour aller les voir jouer à Dallas. Et c'était une catastrophe. Et c'était l'un des. Et comme on l'avait dit avec notre ami dont le nom m'échappe maintenant, c'était le pire match de la saison des Giants. Ce match de retour contre les Giants, contre les Cowboys, c'était.
Mais les Cowboys, de toute façon, ça fait 10 ans qu'ils nous pilent tout le temps. C'est quand la dernière fois qu'on a battu les Cowboys, je m'en souviens pas. Ça fait 10 ans que les bonnes équipes de la NFC Est s'essuient sur notre gueule comme si on était un paillasson. Il est temps que ça change. Sauf le dernier match de l'an dernier où on a martyrisé les Eagles. Et ça, c'était quand même assez jouissif. C'était assez jouissif. Bon, voilà. Et ben, écoute, merci Thiergo pour ce podcast. Je pense que le prochain, ce sera... Est-ce qu'on en fait un avant le début de la saison ? On verra. Au pire du pire, ce sera pour débriefer du premier match de la saison. Donc, si on n'en refait pas un d'ici là, on vous dit bonne saison à tous. Si jamais on a le temps d'en faire un avant le premier match de la saison, eh bien, on se verra à ce moment-là. Merci Thiergo, on va te laisser profiter de ta soirée, puisque là, il est midi chez moi, mais c'est déjà le soir chez toi. Bonne semaine à tous, et puis à très bientôt sur Only John Podcast. À plus tout le monde. Salut. Salut.